Quelques heures après la fin de l'isolement de la famille qui avait eu des contacts avec la famille, donc la fille décédée d'Ebola, la maladie refait surface au Mali. Un agent de santé malien et un patient guinéen viennent de décéder à la clinique Pasteur de Bamako. La structure sanitaire a été mise en quarantaine. La rédaction consacre donc un débat au sujet juste après ce journal. L'actualité nationale en un seul titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Et tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi en session ordinaire dans sa salle de délibération à Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à des nominations et entendu une communication. Dans ce studio avec moi, Ibrahim Adjouambele. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir, Hamadou Sankara. Avec vous, le communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives, sur présentation du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé ici à Bamako le 16 septembre 2014 entre le gouvernement de la République du Mali et Export-Import Bank de Chine pour le financement du projet de centrale hydroélectrique de Taoussa. Le gouvernement de la République du Mali a signé à Bamako le 16 septembre 2014 avec Export-Import Bank de Chine un accord de prêt d'un montant de 618 312 369,81 yuan RMB, soit 46 milliards de francs CFA environ. Le prêt contribuera au financement du projet de centrale hydroélectrique de Taoussa qui vise, outre la production de l'énergie hydroélectrique, à rétablir l'autosuffisance alimentaire dans la boucle du fleuve Niger, à assurer la continuité du transport fluvial entre Tombouctou et Gao, à restaurer les écosystèmes, à promouvoir le développement régional à travers l'agriculture, l'élevage et la pêche. Les principales composantes du projet sont la fourniture et l'installation des équipements hydroélectriques de la centrale, la fourniture et l'installation des lignes de transport d'énergie électrique et des postes de transformation, la construction de la cité d'exploitation du projet d'aménagement de Taoussa. L'accord définit les conditions d'octroi et de remboursement du prêt. La ratification est une étape nécessaire à son entrée en vigueur. Sur présentation du ministre du Développement rural, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi régissant la pharmacie vétérinaire. La loi numéro 1062 du 4 juillet 2011 régissant la pharmacie vétérinaire en vigueur dans notre pays depuis plus d'une décennie a révélé à l'application certaines insuffisances, notamment la non prise en compte de la pharmacovigilance, l'inadéquation du système de contrôle des médicaments vétérinaires, l'importation massive de médicaments effectuée par des non-professionnels, la concurrence déloyale des grossistes vis-à-vis des détaillants, les premiers ayant les mêmes activités que les seconds. Le présent projet de loi a été initié pour corriger les insuffisances constatées en vue de garantir la sécurité et la santé des populations. Il assure par ailleurs la transposition de la directive 07-2006-CM UEMOA du 23 mars 2006 adoptée dans le cadre de la politique agricole commune de l'Union et qui apporte au marché du médicament vétérinaire des innovations majeures. Au nombre des innovations, on peut citer la délivrance des autorisations de mise sur le marché de médicaments vétérinaires uniquement par la commission de l'UEMOA, l'introduction de la pharmacovigilance, l'inspection des établissements pharmaceutiques vétérinaires par les agents assermentés des services vétérinaires, la reconnaissance mutuelle entre services vétérinaires des États membres de l'UEMOA. Le champ d'application du projet de loi porte sur la préparation, l'importation, l'exportation, la vente, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires et des matériels pour usage vétérinaire. Sur présentation du ministre du Commerce, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi portant organisation de la concurrence. L'ordonnance du 18 juin 2007 portant organisation de la concurrence a été adoptée dans le cadre de l'harmonisation de la réglementation nationale de la concurrence avec celle de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Elle traite notamment des aspects de la concurrence déloyale, de la protection des consommateurs et de la poursuite et de la sanction des pratiques anticoncurrentielles relevant de la compétence exclusive de l'UEMOA.
Mais avec l'entrée en vigueur de l'acte additionnel numéro ASA 10608 du 19 décembre 2008 portant adoption des règles communautaires de la concurrence au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, la compétence exclusive de l'UEMOA en matière de constatation et de la répression des pratiques anticoncurrentielles a été partagée entre l'Autorité nationale de la concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles dont les effets sont constatés sur le territoire national et les organes communautaires de la concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles dont les effets sont constatés dans un autre État membre de l'UEMOA ou de la CEDEAO. L'adoption du présent projet de loi s'inscrit dans le cadre de la transposition de l'acte additionnel du 19 décembre 2008 de la CEDEAO. Elle permet en outre de corriger les insuffisances de l'ordonnance du 18 juin 2007 par la prise en compte des pratiques restrictives de la concurrence et la mise en cohérence des dispositions relatives à la protection des consommateurs. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des Anciens combattants, chef de cabinet général de brigade Adama Dambélé, chargé des missions, lieutenant-colonel Oumar Niguizier Koulibaly, haut fonctionnaire de défense, ministère de la Justice et des droits de l'homme, colonel-major Ama Bari. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, colonel Mamadou Dao, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale, colonel-major Nouhoum Sangaré. Ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, colonel Suleiman Doukouré, numéro 1. Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, colonel-major Chekna Abatili. Ministère du Commerce, colonel-major Djibril Koulibaly. Ministère de la décentralisation et de la ville, colonel Idrissa Traoré. Ministère de l'urbanisme et de l'habitat, colonel-major Mamadou Soumaoro. Ministère de la santé et de l'hygiène publique, médecin colonel-major Seydina Oumar Diakité. Ministère de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement, colonel Mamadou Koné. Ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, colonel-major M. Issa Togola. Ministère de l'Artisanat et du Tourisme, colonel Brahima Sabeli Kone. Ministère des Affaires religieuses et du culte, colonel-major Draman Tunkara. Au titre du ministère du Développement rural, directeur des ressources humaines du secteur du développement rural, M. Ousmane Guindo, administrateur civil. Au titre du ministère de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, directeur général de l'Institut national de formation des travailleurs sociaux, INFTS, M. Aboubakar Amidou Maïga, administrateur de l'Action sociale. Au titre du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, directeur général de l'Autorité pour l'aménagement de Taoussa, M. Omar M. Touré, ingénieur de construction civile. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a entendu une communication du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique relative à la confirmation du deuxième cas de fièvre à virus Ebola au Mali. Le ministre de la Santé a informé le Conseil des ministres de toutes les mesures prises par son département avec l'appui des partenaires pour éviter la propagation du virus à partir de ces cas importés. Le président de la République a demandé au Premier ministre de revoir sans complaisance l'ensemble du système mis en place dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la maladie à virus Ebola, de renforcer les contrôles et les cordons sanitaires aux différents postes frontaliers, d'instaurer avec l'OMS et les services de santé des pays voisins un système d'échange d'informations permanent, d'informer régulièrement la population sur l'évolution de la situation et l'inviter au respect strict des mesures d'hygiène édictées. Amadou Sankari. Merci Ibrahima Diambélé, vous restez avec nous pour la suite de cette édition. Je vous le disais à l'instant, notre pays vient d'enregistrer 2 cas de virus Ebola. Malheureusement, ces 2 personnes, un agent de santé malien et un patient guinéen, sont décédés à la polyclinique Pasteur de l'ACI 2000 de Bamako. À ce sujet, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a animé un point de presse et ressort de cet échange avec les hommes de médias que toutes les mesures sanitaires sont prises pour circonscrire le mal. Bouakar Sissoko, compte rendu. Le décès de 2 personnes par suite de la maladie à virus Ebola a été confirmé ce matin à la presse. Personnes âgées entre la 55 et 60 ans
de sexe masculin serait reçu à la clinique Pasteur en provenance de la Guinée, Kourémalé côté Guinée. Donc, il serait donc l'imam de ce village. Le corps aurait transité par une mosquée à Djikoroni avant l'envoi en Guinée pour être enterré. On a identifié cette mosquée. Des actions ont été déclenchées pour là également maîtriser et les contacts et désinfecter et circonscrire le plus rapidement possible. Le marabout guinéen était admis à la polyclinique Pasteur pour des soins liés à l'insuffisance rénale. Au cours de son traitement, il a développé la maladie à virus Ebola, dont il en est mort. Son corps aurait été envoyé en Guinée par une ambulance de la polyclinique Pasteur. La seconde victime est un infirmier de 25 ans, décédé hier à la même clinique Pasteur. Quant au médecin qui a effectué l'échographie du marabout guinéen, il est actuellement malade. Depuis hier, il y a une grosse équipe nationale qui est déployée, qui est en train d'identifier l'ensemble des contacts au niveau de la clinique Pasteur et l'ensemble des contacts dans l'ensemble des familles qu'on a identifiées jusque-là, et du côté de l'infirmier et du côté du vieux, parce qu'on a identifié des personnes qui ont rendu visite aux vieux. Les journalistes ont été informés que le département de la santé a pris toutes les mesures qui s'imposent pour circonscrire le mal et éviter la propagation de la maladie à virus Ebola au Mali. Tous ceux qui ont eu des contacts avec lui ont été isolés et la clinique a été totalement désinfectée. Donc moi je pense au jour d'aujourd'hui, le ministère de la Santé, sous l'égide de Monsieur le ministre de la Santé, est en train de mettre en place les dispositifs et les moyens nécessaires pour combattre la maladie à virus Ebola. Le personnel et les malades de la polyclinique Pasteur sont mis en quarantaine, ainsi que les membres de la famille de l'infirmier défunt au quartier de Daoudabougou. La frontière Mali-Guinée sera-t-elle fermée? Nous n'avons pas, à des moments critiques, fermé la frontière. Nous avons agi dans le sens du respect du règlement international édicté par l'OMS. Cela, jusqu'à cet instant précis, c'est cette décision qui prévaut. Maintenant, nous allons analyser, investiguer, chercher à comprendre si d'aventure il y a des éléments nouveaux qui orientent dans ce sens. Peut-être que les plus hautes autorités du pays prendront cette décision. Actuellement, la polyclinique Pasteur est sous haute surveillance policière. Les personnes contacts dispersées dans la ville de Bamako sont en train d'être identifiées pour être mises en quarantaine, rassurent les autorités du département de la santé. Juste après cette édition, vous aurez un débat sur le sujet. Et puis, la MINUSMA confirme qu'une vingtaine de son personnel militaire, qui ont été admis à la clinique Pasteur durant le mois d'octobre pour les blessures subies dans l'exécution de leur mission au nord du Mali, se trouvent actuellement dans cette même clinique. À ce stade, les membres du personnel concerné de la MINUSMA ne présentent pas de symptômes de la maladie. Toutefois, ils seront maintenus sous observation pour toute la durée prescrite pour la détection du virus. Les initiatives en matière de lutte contre le virus Ebola s'intensifient dans notre pays. En plus des initiatives du gouvernement et de ses partenaires, les populations et certaines bonnes volontés appuient l'État à réussir le combat. C'est le cas d'un député qui vient de mettre à la disposition des autorités sanitaires de Nioro du Sahel un important lot de kits sanitaires. Moussa Diakité, compte rendu. Depuis la déclaration de l'épidémie dans la sous-région et la découverte d'un cas dans notre pays, les plus hautes autorités ont mis en place dans chaque localité des mesures de prévention par la redynamisation des comités intersectoriels de lutte contre les épidémies et catastrophes et l'élaboration d'un plan de lutte. L'honorable Mamadou Alpha Diallo, député élu à Nioro, a bien voulu appuyer ces comités de lutte en mettant à sa disposition un important lot de matériel sanitaire composé de 100 kits de lavage main, 50 cartons de savon et 5 cartons de grosses bouteilles d'eau de javel, le tout pour une valeur de 2 millions de francs CFA. Comme il n'y a pas de remède possible pour cette maladie, la seule chose qu'on puisse faire, c'est d'observer les pratiques d'hygiène. Donc j'ai amené ce petit présent pour que la population puisse prévenir les cas d'Ebola. Il ne sert à rien de donner un tel kit qui soit en tout cas réparti ou qui soit utilisé à d'autres fins qui ne sont que pour cette prévention. Ce n'est pas tout. Il a ensuite remis gracieusement aux autorités locales une enveloppe de 1 million de francs CFA.
Toutes choses qui permettront aux structures déjà mises en place d'être efficaces et plus efficientes dans la mise en œuvre de ces activités de sensibilisation. Ce dont va permettre au comité de mettre en œuvre l'ensemble de ces activités en termes de prévention contre cette maladie dans le secteur de l'eau. Les autorités sanitaires ont profité de cette remise pour faire suivre une démonstration de lavage des mains. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu cet après-midi en audience les membres du comité national d'organisation du sommet Afrique-France que le Mali abritera en 2016. Cheikh Sidi Diarra et ses collègues sont venus faire l'état d'évolution des travaux du comité au chef de l'État. Par la même occasion, ils ont exprimé certains besoins. Il s'agit notamment de la construction des infrastructures d'assainissement de la ville et le volet sécuritaire. Écoutons Cheikh Sidi Diarra, le président du comité national d'organisation du sommet Afrique-France, au micro de Mohamed Diarra. Notre démarche, nous l'avons scindée en 3 phases. La première phase, c'est l'identification des besoins pour la ville de Bamako et pour le Mali dans différents domaines. Le domaine des infrastructures, le domaine de l'assainissement, le domaine de la sécurité et d'autres domaines tels que les aspects protocolaires, l'hébergement de nos hôtes. Et nous avons quantifié ces besoins-là. Et la deuxième phase, c'est celle qui consistera, une fois que l'autorité supérieure aura approuvé les besoins que nous avons identifiés, de passer à une phase d'étude pour voir comment aborder la résolution de ces problèmes. Et la troisième phase, c'est celle qui consiste à l'exécution matérielle du travail. Et donc nous sommes en train d'achever la première phase. Et la deuxième phase, j'espère qu'elle sera la plus courte possible, celle des études, pour passer à l'exécution matérielle des choses. Parce que le président lui-même disait que tout ce qui doit servir pour les besoins du sommet doit sortir de sous terre avant la mi-2015. Si ce n'est pas sorti avant la mi-2015, lui, il n'y croit pas. Le gouvernement de la République du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il organise du 13 au 18 novembre 2014 une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur les pourparlers inclusifs intermaliens dans la perspective de la conclusion d'un accord de paix global et définitif au Mali. La dite campagne a pour objectif d'assurer une meilleure compréhension du processus de paix auprès des représentants, institutions et de la République, des forces vives de la nation à travers tout le pays. La campagne se déroulera suivant le calendrier ci-après: région de Kaï, Sikasso, Ségou, Mopti du 13 au 15 novembre, région de Koulikoro le 14 novembre, région de Tombouctou et Gao le 16 novembre, Bamako du 17 au 18 novembre 2014. L'Alliance des femmes chrétiennes pour le développement et ses membres ont été reçus en audience par le président de l'Assemblée nationale. Au cours de cette rencontre, il a été question des activités que mène l'association. Keïta Estelle, présidente de l'association, à sa sortie d'audience au micro de Aïssata Ibrahim Maïga. L'association, c'est l'Alliance des femmes chrétiennes pour le développement. Donc nous exhortons toutes les femmes sans considération de confession, que ce soit catholique, protestant, évangéliste. Toutes les femmes chrétiennes se retrouvent au sein de notre association, ainsi que les femmes musulmanes avec qui nous avons les mêmes objectifs. Donc nous échangeons sur la Bible et le Coran. Nous voyons le rôle de la femme dans le foyer. Comme nous savons déjà que Dieu a créé la femme pour être une aide à l'homme. Donc nous voulons assurer notre rôle d'aide auprès de nos maris. Nous disons alléluia, vraiment nous sommes dans la joie. Ça s'est très bien passé. Nous avons échangé sur Shiloh, qui est une rencontre spirituelle qui se passe au Nigeria, à Ota, à Kanaland, qui va se faire du 5 au 15 décembre et dont les femmes de l'Alliance doivent participer pleinement. Il y aura des prêches, des enseignements, des prières de guérison et des prières pour les nations, pour la paix.
Nous restons à l'hémicycle où le président de l'institution porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra le jeudi 13 novembre 2014 et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des questions orales, délibération sur des projets de loi intéressant la vie de la nation, délibération sur les projets de résolution, création des réseaux, communication. Le président du Haut Conseil des collectivités territoriales a reçu en audience ce matin le président de l'association Eau Vive Internationale. Laurent Chabert-Ducherès était venu présenter son association et faire part au président du Haut Conseil de la reprise éventuelle de ses activités au Mali. Écoutons le président donc à sa sortie d'audience au micro de Nouhoum Sissoko. Nous sommes venus d'abord présenter Eau Vive dans ses différentes composantes, c'est-à-dire Eau Vive Mali, qui regroupe des professionnels et des militants du développement ici au Mali. Et puis Eau Vive International, qui est maintenant un réseau fédéré en Afrique subsaharienne et en France, réunissant 5 ONG qui travaillent ensemble pour l'accès aux biens essentiels pour les plus démunis, jusqu'au plaidoyer, l'examen des questions sur les bassins versants. Bon, on a beaucoup d'activités liées à l'eau et à l'assainissement. Et nous sommes venus par ailleurs réaffirmer ce matin, Monsieur le Président, notre détermination à continuer à soutenir les collectivités locales. Notre activité au Mali comme ailleurs en Afrique n'a de sens que si elle vient soutenir la maîtrise d'ouvrage communal, l'intercommunalité, parce que nous pensons fondamentalement que le développement local, l'accès aux biens essentiels pour tout un chacun passe par le soutien aux communes. C'est à ce niveau géographique, institutionnel, que les choses peuvent se passer et apporter vraiment du concret aux populations. Donc nous sommes venus redire notre intérêt à poursuivre dans cette voie et par ailleurs solliciter l'appui du Haut Conseil pour nous soutenir dans des partenariats futurs, nos relations avec les autorités. Parlons encore de ce liquide précieux. Les travaux du Forum sur l'eau et l'assainissement se poursuivent. Au deuxième jour de la rencontre, les participants ont pris part à un panel de haut niveau sur l'assainissement. Parmi les panélistes, le ministre de l'Environnement, celui en charge de la ville et les opérateurs privés du secteur. Nyanya Aliou Traoré, compte rendu. Que doit-on faire ou doit faire chacun de nous ici présents? Quelles sont les limites de chacun de nous? Où trouver les ressources à l'amélioration de notre cadre de vie? Voilà les questions posées par le modérateur du panel portant sur l'assainissement. Selon Cheikh Tidjane Kandja, l'heure n'est plus de pointer du doigt les autorités et les collectivités, mais de se demander quel rôle faut-il jouer pour venir à bout du phénomène. La gestion de notre cadre de vie, notamment celle des déchets, selon toujours le modérateur, relève d'un certain nombre d'insuffisances. L'insuffisance ou absence, voire absence de stratégie de gestion des bouts de vidange, l'insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières des services techniques ainsi que des autres acteurs chargés de l'assainissement. À y voir de près, ce ne sont pas les actions qui manquent pour redonner à Bamako tout l'éclat d'antan qui lui a valu le nom de ville coquette. Tous se souviennent encore du Kilimandjaro de Golonina ou du dépôt de transit du CFP de Médina-Koura en commune 2. Le premier est aujourd'hui complètement enlevé, le second amoindri au grand bonheur des automobilistes et amateurs de football obligés de se boucher le nez à l'approche du dépôt. Pour le ministre de la Ville et celui en charge de l'environnement, ce ne sont pas les seules autorités qui doivent s'impliquer dans ce combat contre les ordures. Les opérateurs et investisseurs peuvent largement y contribuer. Nous avions reçu de nombreux partenaires dans le cadre de l'assainissement, d'autres dans le cadre très spécifique du secteur de l'eau, où il y a quand même déjà des possibilités. Le secteur de l'eau, malgré tout, a une hauteur que le sous-secteur de l'assainissement devrait envier. Et pour le hisser à cette hauteur-là, c'est normal que nous recevions des partenaires, des acteurs, des porteurs de projets. Et ces porteurs de projets, pour la plupart, sont confrontés à des difficultés. Entre autres, la difficulté d'avoir un site pour implanter leur projet. Là, il s'agit pour nous d'organiser, de nous organiser tous ensemble, responsables citoyens. Je crois que la crédibilité de l'État tient à ça. J'entends souvent les gens dire un État fort. Je réagis toujours, je dis un État fort, c'est un État crédible. Et la crédibilité de l'État passe par ça. L'assainissement, un environnement sain, l'eau, ça fait partie de ça. Autour de la table de discussion, des représentants d'ONG,
de sociétés évoluant dans le domaine de l'environnement et de l'assainissement et des investisseurs. Tous ont convenu d'une synergie d'action entre les professionnels nationaux et internationaux en charge du secteur. Ils ont surtout mis un accent particulier sur le rôle des populations à changer leur comportement afin de vivre dans un cadre sain et assaini. Ouverture ce matin au gouvernorat du district de Bamako d'un atelier d'échange des cellules d'appui à la décentralisation, déconcentration. Prennent part à cet atelier les représentants de ces différentes structures. L'objectif de cette rencontre est de discuter des moyens de fonctionnement de ces organes. Mohamedou Doumbia, compte rendu. Cet atelier d'échange concerne les cellules d'appui à la décentralisation, déconcentration. Initié respectivement par le ministère de la décentralisation et de la ville et le département en charge de l'intérieur et de la sécurité, cet atelier permettra de relancer les activités des CADD. Ainsi, durant les 2 jours que dure l'atelier, les participants présenteront leurs moyens de fonctionnement, les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain et des propositions de solutions. La décentralisation a permis de rapprocher les services publics de base. L'école est plus proche des populations, la santé est plus proche des populations, le potable est plus proche des populations aujourd'hui. Tout ceci sont des progrès importants qu'il faut signaler pour qu'on sache que malgré les difficultés, du chemin a été parcouru. Maintenant, il s'agit de reprendre cette réforme en main et de repartir pour qu'on crée les conditions de sortie de crise. La décentralisation, déconcentration est aujourd'hui indispensable pour accélérer notre développement et renforcer la prise en charge de nos communes grâce aux principaux acteurs locaux. Et le premier pas politique que le président de la République a posé, c'est les États généraux de la décentralisation. Et à la sortie des États généraux de la décentralisation, il a été demandé de relancer davantage les CADD pour faciliter le transfert des compétences. Suite à la restitution et la synthèse des travaux de groupe, les participants élaboreront des recommandations accompagnées d'observations en prélude à une décentralisation, déconcentration bien boostée. Justice à présent, malgré la reconnaissance internationale du droit à une nationalité, de nouveaux cas d'apatrides continuent d'apparaître à travers le monde. La résolution de ce problème reste un défi majeur en ce XXIe siècle. Organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ce séminaire qui se tient à Bamako est un cadre idéal pour consolider la protection des droits des apatrides. Garibou Pérou nous en parle. Les apatrides sont plus d'une dizaine de millions à travers le monde selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. En dépit de la Convention de New York de 1954 relative au statut des apatrides, ceux-ci continuent de vivre malheureusement sans obtenir des pièces d'identité, des titres de voyage en un mot dépourvus de leur dignité. Ce phénomène, l'apatridie, existe sur tous les continents et qui peut affecter peut-être notre voisin, une personne qu'on a reçue, quelqu'un qu'on a toujours considéré comme malien, mais qui en fait n'a aucun document et qui de facto est apatride. 2014, c'est une année charnière pour pouvoir les protéger tant qu'ils sont apatrides. Le Haut Commissariat des réfugiés cherche ainsi à consolider la réintégration des apatrides afin d'éviter les situations d'instabilité. Notre pays n'a pas encore signé les conventions sur l'apatridie. Cet atelier est un terrain idoine pour préparer les conditions de signature et d'adhésion du Mali aux conventions sur l'apatridie. L'apatride reste un problème très largement répandu. Tout individu a droit à une nationalité selon l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité. Ce séminaire de 2 jours permet aux experts maliens des droits de l'homme de maîtriser davantage les conséquences de ce phénomène afin de prévoir une série de mesures pour son éradication. En prélude à la journée mondiale du diabète, la Fédération nationale des diabétiques du Mali, en partenariat avec l'ONG Santé Diabète, l'hôpital du Mali et le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, ont organisé une conférence de presse ce matin. L'objectif est de sensibiliser le public sur l'importance de la lutte contre cette maladie. Rachel Tessougui. Près de 3,5% de la population malienne est atteinte de diabète. Cette maladie représente la première cause d'amputation non traumatique et une des premières causes de cécité au Mali. C'est ce qui ressort de l'étude réalisée par la Fédération nationale des diabétiques du Mali, FENADIM, sur le sujet. À travers ce point de presse, la FENADIM veut accroître la sensibilisation dans le but de pousser la population à faire de cette maladie le centre de toutes les attentions.
L'objectif, c'est pour permettre à nos populations de savoir l'importance par rapport à la prévention du diabète. C'est un mal très sérieux. Auparavant, les médicaments, surtout l'insuline, revenaient excessivement cher. Mais de nos jours, il en va autrement. Et un flacon qu'on payait à 6 000 francs, aujourd'hui, ce flacon nous revient à 3 800 francs. Selon les spécialistes, avec une bonne alimentation, un diabétique peut vivre en bonne santé. On peut très bien vivre d'une manière saine avec le diabète. Le traitement va comporter justement ces règles hygiéno-diététiques qui veulent dire qu'on doit limiter l'excès de sucre dans l'alimentation, l'excès de graisse dans l'alimentation, l'excès de sel. Et à partir de là, cela suffit parfois à équilibrer certaines personnes, mais d'autres personnes ont besoin de médicaments en plus de cela. Donc une vie saine permet de mieux contrôler son diabète et de mieux vivre son diabète. Des séances de sensibilisation et des dépistages gratuits du diabète sont prévus pour le 14 novembre, journée mondiale du diabète, à Bamako et dans plusieurs régions du Mali. Le centre hospitalier universitaire de l'Institut ophtalmologie tropicale d'Afrique, IOTA, tient depuis ce matin la 16e session de son conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs vont adopter le procès-verbal et les recommandations issues de la 15e session. Reportage Moussa Fani. Plus de 35 000 consultations ophtalmologiques, environ 6 300 interventions chirurgicales. Voilà entre autres des activités réalisées en 2013 par l'Institut ophtalmologie tropicale d'Afrique. À la même période, les crédits ouverts ont été exécutés à plus d'1,8 milliard de francs CFA, soit un taux d'exécution de 95%. Selon le directeur général de l'IOTA, la structure entend améliorer la qualité des soins. Nous sommes en train d'évoluer vers les sous-spécialités et c'est dans ce cadre que nous avons eu à mener des activités sur le plan du pôle postérieur, j'allais dire le décollement des rétines. Le nombre de cas opérés cette année nettement supérieur à ce que nous avons opéré en 2012. Notre vision, c'est aller vers les sous-spécialités et pour que l'IOTA réponde réellement à sa mission. Pour l'atteinte des objectifs de Vision 2020, le droit à la vue, l'hôpital veut orienter ses actions vers une gestion des résultats. En perspective, c'est atteindre l'objectif de la Vision 2020, le droit à la vue. Et vous savez qu'il y a des pathologies oculaires évitables et nous nous efforçons pour aller à la prise en charge effective de ces affections pour éviter la cécité. Face à l'évolution rapide des choses dans le domaine de la santé, l'IOTA tient à répondre aux exigences internationales. Les résultats enregistrés par le PADEC sont satisfaisants, c'est du moins le constat des membres du comité national de pilotage de la structure. C'était lors de sa 2e session tenue ce mercredi à Bamako, une session qui tient à la pérennisation des acquis du projet, nous dit Mamourou Sidibé. Les travaux de cette 9e et dernière session du Comité national de pilotage du projet d'appui au développement communautaire PADEC ont été orientés sur les activités du projet, ses acquis et les coûts de réalisation. Dans le domaine du renforcement des capacités et des infrastructures socio-économiques, les résultats atteints sont satisfaisants. 2007, à nos jours, 318 micro-projets sur 344 prévus, soit 92,44% ont été réalisés, dont 161 à Caille et 157 à Koulikoro. Qu'à cela ne tienne, le projet a été confronté à d'énormes difficultés d'ordre technique, financier et économique, entre autres. Cette situation n'a pas empêché le projet d'être apprécié. Au vu des résultats du PADEC, qui ont été considérés comme bons dans la zone d'intervention du projet, au niveau des 6 cercles, 3 dans la région de Caille et 3 dans la région de Koulikoro, les populations en redemandent. Les populations voudraient que le gouvernement continue à les accompagner dans leurs activités de développement local. Et malheureusement, un projet est un projet, la durée de vie du projet est limitée, le financement accordé au projet est limité également. Et le PADEC n'a pas eu donc la capacité
financièrement de couvrir par exemple 16 communes qui étaient prévues comme communes d'extension du PADEC. L'une des attentes des bénéficiaires est la pérennisation des acquis du projet. Avant, les femmes n'avaient pas accès à l'eau potable, ils avaient un peu de difficultés. Et aussi, il y avait les femmes aussi qui avaient des problèmes pour amener les filles à l'école. Mais actuellement, avec le projet PADEC, ça a fait beaucoup de changements. En fin d'année, un atelier national sera organisé. Cet atelier permettra la capitalisation de la riche expérience du projet. L'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali a signé une convention de partenariat avec la société privée Not Mali et son partenaire néerlandais Elcom. La présente convention devra permettre de doter les zones cotonnières du Mali en lampes solaires. Reportage Lamine Keïta. Ce partenariat entre l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali, la société Not Mali et son partenaire néerlandais Elcom va permettre de mettre à la disposition des producteurs de coton des lampes solaires. À travers cette signature de convention, la société Not Mali propose 2 types de lampes solaires, faciles à transporter, résistantes et à un prix abordable. Et la convention que nous venons de signer avec l'Union nationale des sociétés coopératives de producteurs de coton est une convention sur la commercialisation et la vulgarisation des lampes solaires dans le monde rural, essentiellement au niveau des producteurs de coton du Mali. Donc notre objectif à travers cette convention, c'est d'approvisionner l'ensemble des producteurs de coton du Mali en lampes solaires portables. C'est des lampes torches solaires qui se chargent à l'énergie solaire à travers un petit panneau solaire, sont technologiquement très avancés. Le président de l'Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali a souhaité la bienvenue à ces bijoux technologiques dans le milieu rural. Je pense que cette signature a une importante rôle à jouer parce que c'est un engagement des deux côtés. Moi, j'ai signé au nom des producteurs, de l'ensemble de tous les producteurs de coton et le directeur a signé au nom des sociétés. C'est des engagements que tout le monde doit respecter. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'importance de cette lampe, on ne dit plus, parce que tout le monde sait que l'éclairage a une grande importance dans le développement. Et aujourd'hui, au niveau des producteurs, il y a un problème d'éclairage. Donc je pense que ce sera avec la lampe là qui va nous aider à développer et régler le problème d'éclairage dans les villages. La société Not Mali et son partenaire néerlandais Elcom comptent servir le monde rural du Mali. Monde rural, toujours, les journées portes ouvertes du Centre régional de recherche agricole ont débuté ce matin à Sotiba. Les utilisateurs des résultats de la recherche sont venus de toutes les régions du Mali et du district de Bamako. Ces journées visent à mettre à la disposition des producteurs, des transformateurs de technologies agricoles pour l'amélioration de la productivité en matière d'agriculture. Boubacar Sissoko, compte rendu. Ces présentes journées portes ouvertes visent à faire connaître aux utilisateurs des résultats de la recherche les nouvelles technologies agricoles mises au point par les chercheurs du Centre régional de l'agriculture de Sotiba. On dit que nos technologies dorment dans les terroirs. Et c'est durant les journées portes ouvertes que les utilisateurs ont le temps de pouvoir tirer ça justement des terroirs. Malheureusement, tous les paysans du Mali ne peuvent pas être sur place. Ceux qui viennent font le relais, sont capables d'aller expliquer aux autres qui ne sont pas venus qu'effectivement, il y a des nouveautés à l'Institut de l'économie rurale qui méritent d'être essayées, qui méritent d'être utilisées par l'ensemble des paysans. Les utilisateurs des résultats de la recherche ont pu visiter les parcelles d'expérimentation des espèces fourragères, des parcelles de sorgho hybrides et la ferme des dromadaires. Les plantes fourragères sont de deux ordres, les graminées et les légumineuses, très utiles à l'alimentation du bétail. Les utilisateurs s'estiment convaincus des technologies. Nous sommes à Sotiba parce que Sotiba égorge beaucoup de technologies qui sont au niveau des chercheurs. Ça, c'est des jours qu'on va mettre à profit pour nous informer et puis même si possible nous accaparer des technologies qui sont à leur disposition. Ces journées portes ouvertes aussi est une opportunité non seulement pour nous, mais pour eux aussi. Parce que ça va permettre à tout le monde de savoir ce que font les chercheurs. Les rendements des espèces fourragères varient de 3 à 4 tonnes à l'hectare. Quant au sorgho hybride, sa production est estimée également de 3 à 4 tonnes à l'hectare. Ces journées portes ouvertes durent 5 jours.
Agriculture familiale malienne, moteur de sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est le thème de la deuxième édition de la foire agricole de Sikasso-Fasco. L'opération a été lancée hier à travers une conférence de presse, compte rendu Sekou Konaté depuis Sikasso. En prenant rendez-vous avec la presse locale et les agences de communication, la commission d'organisation de la deuxième édition de la foire agricole de Sikasso-Fasco veut faire le point de la première et annoncer les couleurs de l'édition 2014. De renforcer la coopération et les échanges des pratiques entre les acteurs de développement rural et deux structures intervenant dans le domaine de l'agriculture. Améliorer l'accès aux nouveaux débouchés et promouvoir la production agricole. Renforcer la réputation de la région de Sikasso en tant que grenier alimentaire et moteur de l'économie malienne. Des objectifs réalisés à hauteur de souhait à l'issue de la première édition, celle de 2012. Diront les organisateurs en réponse aux nombreuses questions des journalistes présents. Et c'est pourquoi la deuxième édition se veut celle du renforcement des acquis, mais aussi celle de nouveaux défis. Et le thème retenu est agriculture familiale malienne, moteur de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Vous conviendrez avec moi que la valorisation des filières est un travail de longue haleine, car il faut arriver à professionnaliser tous les segments des filières, à mettre en relation les segments entre eux. Et les représentants des organisations professionnelles agricoles de lancer cette invite. J'appelle tout le monde que les espoirs ne soient pas déçus et que chacun s'engage, que chacun sache qu'à Sikasso, qu'il y a des engagements, qu'il y a une volonté de réussir dans le cadre de la promotion des filières agricoles. L'administration régionale, elle, s'engage à soutenir. Et puis réaffirmer l'accompagnement des autorités administratives pour l'atteinte des objectifs du développement de la région, notamment en matière de filières porteuses. La deuxième édition de la FASCO est prévue du 10 au 14 décembre prochain et déjà les stands à 70% ont preneur. Nous revenons donc sur ce communiqué. Le gouvernement de la République du Mali porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il organise du 13 au 18 novembre 2014 une vaste campagne d'information et de sensibilisation sur les pourparlers inclusifs intermaliens dans la perspective de la conclusion d'un accord de paix global et définitif au Mali. La dite campagne a pour objectif d'assurer une meilleure compréhension du processus de paix auprès des représentants des institutions de la République et des forces vives de la nation à travers tout le pays. La campagne se déroulera suivant le calendrier ci-après: région de Kaï, Sikasso, Ségou et Mopti du 13 au 15 novembre, région de Koulikoro le 14 novembre, région de Tombouctou et Gaos le 16 novembre, Bamako du 17 au 18 novembre 2014, la Mauritanie donc du 17 au 19 novembre, le Niger du 20 au 22 novembre, au Burkina Faso du 17 au 20 novembre 2014. Apprendre aux jeunes Maliens la culture de la paix et la tolérance à travers les arts martiaux, tel était l'objectif d'une cérémonie d'exhibition des moines bouddhistes du temple de Shaolin à Ségou. C'est une initiative du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne en partenariat avec l'UNESCO et la Fondation chinoise pour la promotion de la paix mondiale. Reportage Fousseïdi Samaki. De la boxe à l'exhibition des moines du temple de Shaolin en passant par le judo, le karaté, le taekwondo, le yoshikan bido, l'aïkido et le kung fu wushu, les jeunes sécouviens se sont régalés au stade municipal ce mardi. C'est à travers ces arts martiaux que le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, en partenariat avec l'UNESCO et la Fondation chinoise pour la promotion de la paix mondiale, vise la culture de la paix et la tolérance chez les jeunes Maliens. Notre jeunesse a besoin de ça pour la tranquillité et surtout pour la paix, parce que c'est une discipline qui prône la paix et surtout la cohésion sociale. Et nous encourageons seulement surtout cette discipline pour que cela puisse aller de l'avant. C'est pour magnifier l'entente, la cohésion sociale avec des moines qui sont venus du temple de Shaolin pour justement, à travers les arts martiaux, enseigner la discipline, le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi, et esprit qui doit promouvoir justement la camaraderie, l'entente et faire en sorte qu'il y ait la cohésion dans la cité et que pour les situations difficiles.
promotion de la culture de la paix. Nous nous réjouissons beaucoup de cette rencontre. Nous avons beaucoup appris et nous ferons tout pour consolider les rapports qui existent entre les populations au nom de la paix et de la cohésion sociale. Ce forum a permis aux communautés du cercle de Gourmara-Rousse de dresser une feuille de route prenant en compte la dimension paix, sécurité et cohésion sociale. Sport, football, on vous l'annonçait hier, le Maroc n'abritera pas la CAN 2015, ainsi en a décidé la Confédération africaine de football et l'ombre du virus Ebola est passée par là. Après cette décision, place aux réactions. Pas de CAN au Maroc. La Confédération africaine de football a tranché. Réunie mardi au Caire, l'instance dirigeante du foot africain considère la demande de report du Maroc comme un refus d'organiser la compétition. Le Maroc s'est vivement défendu. Le Maroc ne fuit pas ses responsabilités, il ne se désengage pas de ses responsabilités. Le Maroc a demandé le report de cette compétition sous la pression d'une menace majeure, Ebola. Les Lions de l'Atlas sont disqualifiés et le football marocain sera mis au banc de plusieurs compétitions africaines. Sur le continent, les réactions sont mitigées entre ceux qui approuvent ces sanctions. Les enquêtes de la CAF ont démontré que le Maroc était outillé pour pouvoir accueillir la CAN et que le Maroc avait un bon dispositif sanitaire. Alors donc moi je ne comprenais pas cette décision des autorités marocaines, je n'ai pas accueilli l'événement. Donc c'est tout à fait normal que la CAF ait pris ses responsabilités. Je pense que nos amis marocains font preuve quand même de mauvaise foi. Parce qu'au même moment, ils organisent la Coupe du Monde de la FIFA en acceptant tous les clubs du monde qui vont se présenter au Maroc. Quelques semaines après, ils disent que non, nous ne pouvons pas accepter les étrangers. C'est là où il y a anguille sous roche. Mais la position marocaine a aussi ses soutiens. Il y a une maladie aujourd'hui qui a fait beaucoup de victimes et nous savons que jusqu'à présent des remèdes ne sont pas fiables. Et donc il faut comprendre quand même la position du Maroc à ce sujet-là. Mais je crois qu'il ne faut pas blâmer. La CAF certainement est allée un peu fort sur sa décision de disqualifier le Maroc. Reste à savoir qui organisera la compétition. L'Angola, le Nigeria, l'Égypte, voire le Qatar selon certains journaux. La CAF ne s'est pas encore prononcée sur le futur hôte du tournoi. Son silence alimente les rumeurs les plus folles. Retour à la qualité nationale sur la base des prix fournisseurs du mois de novembre 2014. Les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont de supercarburant sans plomb 772 francs CFA, pétrole lampant 572, gasoil 675, distillant diesel oil 675 francs, fuel oil 180, 479 francs, jet A1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 861 francs CFA. Je vous le disais au début de cette édition, juste après ce journal, vous pourrez suivre un débat spécial Ebola au Mali qui aura comme invité Ibrahim Socéfal, représentant résident de l'OMS au Mali, Youssouf Traoré, président du Conseil malien des transporteurs routiers, et professeur Sambasso, coordinateur du centre d'urgence, Ousmane Kone, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Kassoum Sinenta, DGA de la police nationale. Un débat qui sera animé par Boubacar Touré dans quelques instants. C'est la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de votre aimable attention. Demain, 10h-13h, une présentation de Khadija Toukone et je serai là, s'il plaît à Dieu, pour les éditions du soir. Au revoir, prenez soin de vous et de vos proches. Au revoir et qu'Allah bénisse.